Bonjour Laura Sivoni, Bonjour. merci d'accepter cette interview pour Malakoff Humanis. Laura, vous êtes écrivaine française, diplômée de Sciences Po, de la Sorbonne et d'HEC, et notamment spécialisée dans les sciences humaines et sociales et le management culturel. Vous avez travaillé pour Google Arts and Culture avant d'enseigner les bases de l'intelligence artificielle, notamment chez HEC et en entreprise. Aujourd'hui, vous intervenez pour nous parler de l'IA et notamment pour vous parler de votre livre qui s'appelle Fantasia, que j'ai eu l'occasion de découvrir au Vivatech de l'année dernière. Je suis tombée amoureuse de ce livre parce qu'il explique d'une façon très simple les différents aspects de l'IA à travers les contes et les légendes de l'IA. Donc merci d'accepter de partager quelques moments avec nous. Ce livre est pour moi très important parce qu'il nous permet de comprendre de manière assez simple ce qui se cache encore une fois derrière l'IA. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer simplement ce qu'est l'intelligence artificielle et en quoi elle influence notre quotidien. Oui, ça c'est une excellente question sur les définitions de l'intelligence artificielle, sur ce que ça n'est pas. Une question qui revient souvent parce qu'il y a plusieurs définitions. Et ça étonne de dire il y a plusieurs définitions, c'est qu'on ne parle pas forcément de la même chose. L'IA, c'est d'abord un champ de recherche scientifique. Lorsque le mot apparaît en 1958 à la conférence de Dartmouth, c'est un champ de recherche qui réunit des neuroscientifiques, des mathématiciens, des statisticiens, des informaticiens, en sachant que l'informatique en 1958 en est encore à ses balbutiements, et qui les réunit à Dartmouth. Pour l'anecdote, c'est la conférence la plus coûteuse de l'histoire quand on la rapporte au nombre de participants, parce qu'il fallait des machines qui font l'espace de cette salle pour la capacité de stockage qu'on a aujourd'hui dans une puce électronique. Et donc, il fallait aussi des fonds. Donc, pour obtenir ces fonds, von Neumann, l'organisateur du congrès, va contacter la Fondation Rockefeller et parler de statistiques computationnelles, c'est pas très glamour. Et il utilise le mot intelligence artificielle pour montrer l'ambition de ce champ de recherche, qui est une ambition encore très lointaine à ce moment-là, de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, mieux comprendre comment les humains vont pouvoir analyser les bases de données, les organiser en les simulant sur des machines. Et d'ailleurs, j'ai dit intelligence artificielle, c'est pas tout à fait exact puisque ça se passe aux États-Unis et von Neumann parle plutôt d'artificial intelligence, sachant que intelligence en anglais, c'est ce qu'on retrouve dans les intelligence services, c'est beaucoup plus ce qu'on traduirait par le renseignement, en tout cas la capacité à donner du sens à l'information, à trouver une logique dans les bases de données. Et puis, rapidement, le champ de recherche scientifique a donné tout un ensemble de technologies et d'applications technologiques dans des usages extrêmement divers et ambigus, puisque les technologies d'intelligence artificielle peuvent servir aussi bien à sauver des vies en repérant des tumeurs sur des radiographies qu'à en tuer en ciblant les frappes de drones, par exemple. Et donc, tout cet ensemble de technologies, on a tendance à l'appeler intelligence artificielle plutôt que technologie d'intelligence artificielle. C'est souvent ce qu'on entend lorsqu'on parle d'IA. Et puis, IA, c'est aussi tout un imaginaire. Une définition que j'aimais bien dans un livre qui s'appelle AI Snake Oil, qui disait l'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'on ne sait pas faire. Parce que dès qu'on sait le faire, ça s'appelle le filtre anti-spam, le correcteur automatique. Donc, plutôt que de parler d'intelligence artificielle, on aime bien donner une définition plus formaliste et dire l'apprentissage machine, le machine learning, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont chercher une logique sous-jacente, des patterns dans une base de données. Donc, pour répondre simplement à la question qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, c'est les technologies qui utilisent de l'apprentissage automatique, donc qui sont capables de s'adapter à des bases de données qui évoluent, on dit parfois d'apprendre à apprendre, et ça va avoir un intérêt dans plein de domaines où on n'a pas la recette. Par exemple, reconnaître un visage, on sait tous le faire. Mais on aurait du mal à refaire le portrait robot. Un visage, un bébé sait le reconnaître avant même d'avoir le langage, avant d'avoir les concepts.
Comment est-ce qu'on reconnaît? Parce qu'on compare avec les dizaines de milliers, avec les centaines de visages qu'on a vus dans notre vie. Donc on va chercher un pattern sans avoir l'algorithme qui détermine un visage. Faites l'expérience et essayez de dessiner de mémoire le visage de votre meilleur ami. Vous aurez du mal alors qu'on sait le reconnaître au milieu de milliers d'autres. Et donc pour la reconnaissance faciale, par exemple, pour toutes ces choses euh, qu'on sait faire sans savoir comment précisément on les fait, donc qui sont difficiles à coder puisqu'on n'en a pas l'algorithme, on va souvent utiliser des technologies d'intelligence artificielle pourvu qu'on ait la base de données suffisamment fournie, propre, nettoyée pour être utilisable. Merci. Et vous parliez de apprendre à apprendre, au sens pour la machine. C'est aussi un enjeu pour nous, d'ailleurs, êtres humains, de continuer d'apprendre à apprendre et de ne pas rester sur des acquis. L'évolution des compétences, c'est aussi un enjeu majeur au-delà de l'IA dans les entreprises aujourd'hui. Et si je peux rebondir là-dessus, Mais il y a un excellent livre de Marcus du Sautoy qui s'appelle The Creativity Code, où il explique ce qu'est l'intelligence artificielle en analysant le code de la créativité humaine et en cherchant, en revenant à l'origine de l'intelligence artificielle, donc mieux comprendre les capacités cognitives de l'homme en les simulant sur des machines. Et donc, il revient à ce champ de recherche scientifique et il explique pourquoi c'est tellement important pour le cerveau humain de reconnaître des patterns. Pourquoi le cerveau préhistorique avait besoin de reconnaître la forme d'un tigre dans le feuillage avant d'avoir le concept de tigre et de danger. Et donc, c'est aussi passionnant de pouvoir le comparer dans ce sens-là à l'humain et pas d'être dans l'opposition de l'homme et la machine, mais plutôt le fonctionnement de la machine qui aide à comprendre le fonctionnement du cerveau et réciproque. nous, aujourd'hui, chez Malakoff Humanis, on en est à identifier des usages. Donc, des usages du quotidien qu'on peut faire avec un assistant conversationnel, par exemple, type ChatGPT. Chez nous, il s'appelle Mia, notre assistant conversationnel. Mais est-ce que vous avez déjà, de tout ce que vous pouvez voir ou des personnes avec qui vous avez des échanges sur le sujet, est-ce que vous avez des exemples concrets d'applications de l'IA que vous pourriez nous donner ou que vous avez notamment abordé dans votre livre? Donc, on pose la question, c'est souvent sur l'intelligence artificielle générative, un sujet que j'aborde pas énormément dans le livre parce que je voulais surtout montrer les IA qui structurent au quotidien la manière dont se construit notre opinion, qui optimise le référencement, qui curate, qui sélectionne pour nous l'information qu'on voit. Pour les usages de l'IA générative en entreprise, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des espaces où on peut échanger les bonnes pratiques. Parce que quand on demande quels sont les usages de l'IA générative, souvent, c'est quels sont les usages principaux pour moi et selon les secteurs, selon même plus précisément les tâches qu'on va faire. Parce qu'on peut faire le même métier de façon très différente. Un usage que j'aime bien montrer en formation, ça va être de remplacer tous les améliore ce texte par exemple, générer un post LinkedIn. On va avoir tendance à dire voilà les idées, maintenant génère un texte engageant. De pouvoir plus précisément dire propose 5 introductions sous forme de questions. Maintenant, ajoute 2 emojis en début de phrase, d'être précis pour formuler le prompt, de transformer les usages qu'on peut avoir. Que penses-tu de? Après des années de formation en IA, ça m'arrive encore d'avoir cette tendance à demander à une IA que penses-tu de tel texte, telle analyse. Évidemment, c'est imprécis et c'est pas les usages qui vont donner les meilleurs résultats. Et donc de transformer le que penses-tu de en fais la liste des pour et des contre. Liste 5 conséquences probables de telle décision. Et donc ces usages-là, c'est important de pouvoir en discuter, de pouvoir les partager, de pouvoir, à travers ces vidéos, à travers des réunions, à travers les discussions à la machine à café aussi, pouvoir échanger dessus. Une chose que j'aime bien faire, et je sais que vous avez commencé ce processus à Malakoff Humanis, que j'aime bien faire en formation, c'est d'écrire la charte éthique des usages de l'IA en entreprise, en groupe,
parce qu'un usage qu'on fait peu de l'IA générative, c'est l'usage en groupe. On a tendance à être seul face à son écran. Et donc de le faire en groupe, ce qui demande de savoir ce qu'on veut déléguer à l'IA ou pas, et déjà de se poser les questions, de se dire est-ce que moi j'estime que c'est une bonne chose de générer mes mails par IA. Maintenant, est-ce que j'aimerais recevoir des mails entièrement générés par IA? Ou est-ce qu'on doit encadrer cet usage? Déjà parce qu'une charte éthique est beaucoup plus appliquée quand elle a été décidée Collectivement. collégialement, collectivement. Et puis parce que c'est un bon exercice pour la rédaction, qui ne va pas être de la rédaction à 100%, puisqu'il y a toute cette phase de réflexion en groupe, mais qui va permettre d'organiser les idées, de mieux les formuler, d'aller plus rapidement dans la rédaction. Finalement, est un usage de l'IA générative où on apprend à utiliser l'IA générative. Et où on ne laisse pas sa créativité de côté, on ne s'en remet pas qu'à la machine. Comme vous l'expliquez, il y a une vraie interaction homme-machine. Qu'est-ce qu'on délègue à la machine? Et non pas je veux ça et la machine fait tout. Ce C'est qui ça. peut être souvent le risque. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'écrire, quelqu'un dans le groupe va écrire, alors génère une charte éthique de l'usage de l'IA générative, puis on se rend compte que ça va être très générique, qu'on ne se retrouve pas, qu'il y a plein de questions qui naissent de ce qui a été écrit. Et donc, en général, on aboutit plutôt à faire le brouillon tous ensemble, et ensuite à mettre en forme et rédiger grâce à l'IA générative. Ça peut prendre des formes très variées. Et mon but, c'est pas du tout de faire de l'IA au simple son. Déjà parce qu'on est tous face à ce paradoxe d'un côté, on veut gagner du temps grâce à l'IA générative, de l'autre, on veut pas que ça prenne notre job et que ça fasse notre job à notre place. Et évidemment, c'est paradoxal. La réponse à ça va varier selon les secteurs, les usages, les tâches qu'on fait. Donc le mieux, c'est vraiment de pouvoir soi-même se l'appliquer. Et c'est tout ce qui distingue l'éthique de la morale. Sur les grands principes, on est d'accord. Donc rédiger une charte éthique, ça peut être un de ces usages de l'IA générative auquel on pense peu parce qu'il est collectif, parce qu'il demande une réflexion avant de se lancer dans la rédaction automatisée, parce qu'il va demander d'inventer son propre usage de l'IA générative. Alors, c'est un très bon enchaînement avec le dernier thème que je voulais aborder avec vous. L'enjeu éthique, justement, pour nous, c'est quelque chose qu'on pointe bien, puisqu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le label Positive AI, dont un des piliers, c'est l'éthique. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous parce qu'on veut faire une IA de confiance, une IA responsable, une IA tournée vers l'humain. On sait qu'il y a aussi beaucoup de biais, beaucoup de sujets liés aux discriminations ou autres. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose auquel on est très sensible. Et selon vous, quels sont les principaux défis posés par le développement d'une IA ou le déploiement de l'IA dans les entreprises et comment elles peuvent s'en emparer au-delà de la charte éthique, qui est déjà un très bon point pour commencer. Lorsqu'on parle de l'éthique de l'IA, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le niveau réglementaire, toutes les régulations autour de l'IA qui sont en train de se construire, qui sont encore très floues, qui de toute façon, même au plus haut niveau de l'État, ne sont pas encore respectées. Et là, pour l'anecdote, encore très récemment, le compte LinkedIn du président de la République a publié une image générée dans le style de Ghibli qui pose cette question du respect des droits d'auteur. Donc, il y a évidemment les enjeux réglementaires qui sont encore en grande partie une zone grise, même si ça commence à se structurer, que la Commission européenne a adopté l'AI Act, que ça rentre maintenant en pratique dans les entreprises. Il y a le niveau des grands principes généraux sur lesquels on est globalement d'accord, ne pas divulguer de données confidentielles. Et puis, il y a le niveau plus éthique qui demande de se poser des questions et de ne pas faire soi-même ce qu'on ne voudrait pas qu'autrui nous fasse. Donc, de se demander soi-même déjà où est-ce qu'on met les lignes rouges, de pouvoir y réfléchir ensemble. C'est un grand enjeu parce que ça demande d'avoir des espaces de réflexion collectif pour pouvoir utiliser des bases de données propres qui ne reflètent pas de biais problématiques, qui ne vont pas être interprétées d'une manière trop éloignée. Il faut être à l'écoute du terrain, là où sont produites les données. Et parfois, ça demande des changements de gouvernance importants.
Ça demande d'avoir une culture de l'échec, c'est-à-dire de renseigner ces échecs. Lorsqu'il y a des projets qui n'aboutissent pas, je suis forcément là vague, mais il y aurait plein d'exemples dans plein de secteurs différents. Mais lorsque des projets n'aboutissent pas, on a plutôt tendance à arrêter les frais, à pas chercher précisément pourquoi ça n'a pas marché et à mettre tout ça sous le tapis. Alors que c'est précisément les données sur les échecs qui permettent d'éviter de nouveaux échecs et qui vont être très précieuses pour entraîner les intelligences artificielles. Les biais, on a tendance à croire que ça concerne les autres. Et quand je raconte comment à Google Agriculture, on a créé une IA qui était biaisée, puisqu'elle cherchait à mettre en relation les selfies avec les portraits numérisés par Google Agriculture, 400 000 portraits dans les collections. Fantastique de pouvoir trouver son sosie dans l'histoire de l'art. Assez rapidement, évidemment, on s'est rendu compte que les personnes de couleur avaient des matchs qui étaient moins pertinents, non pas parce que l'IA serait raciste, mais parce que un portrait n'a pas vocation à représenter l'ensemble du monde. Pendant très longtemps, un portrait, c'était d'abord une preuve sociale. Et ça, on aurait pu le voir, on les avait sous les yeux, les 400 000 portraits. Mais on avait aussi en tête un objectif, des contraintes de temps. Et donc, on pense que ça concerne les autres. Les gens sont étonnés qu'à Google Agriculture, on ait lancé une application qui avait ce biais-là. Une autre expérience que je vais faire, c'est de développer notre propre IA. Alors, j'utilise souvent un outil qui s'appelle Teachable Machine pour ça, un modèle pré-entraîné, un discriminateur d'image. Et je dis, on va voir si vous avez apprécié la conférence, si vous avez apprécié la formation. Donc, quelqu'un vient devant, on entraîne le modèle sur 2 classes d'images. Une classe, Laura a adoré, où on va uniquement avoir des images de Laura avec le grand sourire. Laura a détesté, l'image de Laura fait la grimace. Et puis après, je demande à la personne de passer devant la caméra et je lui demande est-ce que vous avez apprécié la conférence. Et donc, on va avoir un pourcentage de similarité avec la première classe ou la deuxième classe. En général, jusque-là, tout le monde suit, est d'accord, dit oh, c'est super. Hein. On n'a plus besoin du questionnaire de satisfaction Calliope, etc. On a juste à passer devant une caméra. Sauf qu'il y a 2 énormes biais. Un premier biais dans la collecte de données, parce que ce qu'on a mesuré, c'est pas le sourire, c'est un ensemble de pixels sur lequel le sourire est très réduit. Finalement, ce qu'on mesure, c'est la luminosité, la distance à la caméra. Est-ce qu'on a le visage un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Et puis, un énorme biais d'interprétation. C'est pas parce que je demande à quelqu'un de sourire devant une caméra qu'il a apprécié la conférence. Mais c'est bien, on tombe dedans parce que on pense aux résultats, parce qu'on veut aller vite, parce que lorsque je parle en formation, c'est avec la légitimité, l'autorité de la formatrice. Et, et donc, j'aime bien cette expérience parce qu'elle nous prouve à quel point on est pris dans des biais cognitifs, dans des biais humains qui se reflètent bien entendu dans les bases de données. Les ingénieurs ont un proverbe que je trouve très clair là-dessus. Ils disent garbage in, garbage out. Quand on met de la merde en entrée, on a de la merde en sortie. Donc, quand on met des données biaisées en entrée, ces biais sont reflétés dans le résultat. Donc, pour éviter ces biais, pour avoir une utilisation éthique et pas seulement une IA éthique, une utilisation éthique de l'IA, c'est important de pouvoir avoir une véritable diversité de la parole, diversité des parcours, diversité des manières de penser dans les équipes. Et c'est important de pouvoir discuter des pratiques, des usages, d'oser en parler, éventuellement d'avoir des espaces où le faire. J'ai vu des écoles qui organisaient des conventions sur l'usage de l'IA, des groupes de réflexion autour de l'IA, en tout cas des endroits où on puisse échanger dessus pour des usages éthiques et pas seulement des modèles. Donc, être à l'affût des biais, que ce soit dans les données quand on les utilise ou dans les données quand on les crée ou quand on les construit, quelque part. C'est ça, Il y a un après peu les on deux. peut pas éviter un biais, on peut le Oui. remplacer par un autre qui est plus socialement acceptable, mais déjà être conscient des biais, aussi bien les biais cognitifs humains que les biais qui viennent de la structure de l'entreprise et de la manière de fonctionner d'une entreprise et les biais technologiques. Très bien, merci beaucoup Laura pour cette interview. Merci de vous être prêtée au jeu.
On recommande une nouvelle fois le livre Fantasia qu'on retrouve sur le SharePoint espaciel du groupe. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un prochain livre, le 2 ou pas? Alors, mon prochain livre sera un roman sur la Révolution de février 17, donc un Voilà. sujet qui a l'air très éloigné, mais qui finalement se rapproche beaucoup, pour moi, de cette question des données, parce qu'il a été inspiré, il a été inspiré par une phrase de Trotsky dans l'histoire de la Révolution de février, où il parle du parti cadet, les constitutionnels démocrates, comme un parti du en même temps, mais qui, de façon plus large, fait écho à toutes ces révolutions Facebook, les printemps arabes, Nuit debout, le mouvement Occupy, le mouvement Indignez-vous, qui sont des révolutions qui ont été permises grâce à la donnée, grâce au rassemblement sans vision, sans parti, sans programme, euh, sans effusion de sang d'ailleurs, mais qui était se rassembler de façon plus décentralisée et qui nous rappelle aussi que ces données qu'on produit au quotidien à travers nos photos, nos posts sur les réseaux sociaux, nos vidéos, notre réseau d'amis, ces données ont une valeur qui à l'échelle individuelle est pas énorme, mais qui, à l'échelle collective, est gigantesque. Le chiffre d'affaires de Meta cette année est égal au PIB du Maroc. Mmh. Donc c'est gigantesque et on a complètement abandonné toute cette valeur à 5 ou 6 géants de la donnée. Et abandonner cette valeur, c'est aussi abandonner une partie de notre souveraineté. C'est aussi se rendre dépendant à ceux qui savent utiliser, analyser, croiser la donnée. Donc c'est aussi des sujets que j'aborde dans mon prochain roman. Eh ben, on a hâte. Merci beaucoup, Laura. À bientôt. Au revoir. Merci.